Thank you very much, Leslie, and we'll come back to you. I've got a lot of questions, and I'm sure the audience do as well. We're just going to do a quick changeover now of presentations, and we're going to hear from another country that's putting these links into practice. So very pleased to welcome Ibrahima, who is the Director of Human Resources at the Ministry of Health and Social Action in Senegal, to give us the view of what's going on in this arena there. Je vous remercie et je voudrais inviter les participants à prendre leur casque parce que je vais complètement changer la donne linguistique. Je vais m'exprimer en français. Je pense que c'est heureux d'ailleurs qu'au niveau du Présidium, qu'il y ait cette parité homme-femme. Hein? Donc c'est autant heureux que je m'exprime en français pour au moins faire un peu de différence dans cette rencontre-là. C'est d'autant plus important pour nous parce que nous constituons une zone en Afrique, une zone francophone très large, avec des similitudes dans beaucoup de domaines. Et c'est pourquoi ce matin, je vais peut-être parler de mon pays, le Sénégal, que je connais bien, mais c'est également pour moi une occasion de parler également des autres pays. Alors, je vais essayer de suivre un plan qui va me permettre d'avoir le fil de mes idées pour permettre de mieux camper le sujet. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit ici d'éducation et de santé. Dans nos pays, c'est un grand débat. Quel est le secteur le plus prioritaire entre l'éducation et la santé? Si cette question vous avait été posée, certainement que les débats auraient duré toute la journée. Est-ce que c'est l'éducation qui va être considérée comme le secteur prioritaire ou est-ce que c'est la santé? En tout cas, c'est un grand débat. Je vous lance cette idée-là et peut-être que vous pourrez réfléchir là-dessus et trouver les bonnes solutions. Mais en tout cas, il est retenu et il est prouvé que si on n'a pas de santé, il n'y a pas d'éducation. Mais s'il n'y a pas d'éducation aussi, il n'y a pas de santé. Donc, le débat est lancé. Pour mon pays, le Sénégal, en l'instar des autres pays d'Afrique, on connaît beaucoup de difficultés dans le management des ressources humaines en santé. Nous connaissons une pénurie accentuée de professionnels de la santé. La situation dans nos pays est tellement préoccupante parce que apparaît désormais dans notre continent des pathologies nouvelles, des maladies infectieuses, des maladies chroniques. Vous avez entendu parler il y a 2 ans d'une épidémie qui a failli décimer quelques pays en Afrique de l'Ouest, notamment le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. C'est l'épidémie à virus Ebola qui a fait beaucoup de ravages dans cette partie de l'Afrique. Maintenant, quels sont les déterminants de cette pénurie-là? Ces déterminants sont multiples. Ça va de la difficulté de manager ce qu'on a entre les mains. Cela a des relations avec les questions de formation de ce personnel-là, mais au-delà aussi la répartition de ce personnel sur l'étendue de nos territoires. Vous savez que la personne humaine trône au cœur de l'ensemble des systèmes de santé de nos différents pays. Mais l'élément déterminant dans ce système de santé, c'est le personnel de santé. Quelques statistiques ici pour montrer quel est le fardeau du continent africain par rapport à ce déficit-là. Le continent, à lui seul, porte 25% du fardeau des maladies du monde. Et ce continent regroupe seulement 3% des personnels de santé. Donc, le quart de la pénurie de personnel dans le monde est porté par l'Afrique. Vous comprendrez aisément donc les difficultés auxquelles nous devons faire face et les solutions idoines qui doivent être apportées pour asseoir une bonne couverture sanitaire universelle dans nos différents pays. Donc les responsables des ressources humaines dans nos différents pays ont une lourde responsabilité. Responsabilité de corriger cette pénurie-là en mettant en place des systèmes de management cohérents. Mais ceci induit aussi la mise en œuvre d'un processus de planification systématique des ressources. Vous savez, quand vous avez des ressources qui ne sont pas suffisantes, il faut bien les planifier pour en tirer profit. Sinon, vous n'atteindrez jamais les résultats
optimum que vous voulez avoir, surtout du personnel de santé. Donc, il faut faire les prévisions des demandes. Les demandes sont très fortes. Analyser ces demandes-là pour ne pas, évidemment, mettre dans le pipeline n'importe quelle demande. Il faut analyser le fardeau des maladies pour voir dans quel sens orienter la sélection de ces demandes-là, voir les écarts de compétences et comment répartir ce personnel-là. Vous comprendrez aisément donc que responsable des ressources humaines dans nos pays, surtout dans le domaine de la santé, requiert un certain niveau de qualification, une certaine performance qui peut vous permettre, avec le peu que vous avez de ressources, d'avoir des résultats probants. Donc, je disais tout à l'heure que les besoins étaient immenses, mais les contraintes le sont aussi, les contraintes économiques de notre zone Afrique de l'Ouest. Les contraintes sont économiques. Vous savez que dans la zone UEMOA, ils ont mis en place des critères de convergence. Et parmi ces critères de convergence, un des critères dit qu'un État n'a pas le droit de dépenser plus de 35% de ses recettes fiscales pour la masse salariale globale du pays. Quand je dis masse salariale globale, c'est l'ensemble des travailleurs que le gouvernement paye. Alors, je vous dis tout de suite que pratiquement tous les pays ont atteint ces 35%, sinon l'ont même dépassé. Le Niger est à 52% de ce critère-là. Donc, nous sommes tous des mauvais élèves, si on peut reprendre ce terme-là, pour dire qu'on est tous au-delà de ces critères-là. Alors, mais est-ce que cela peut être une bonne décision par rapport à la volonté de nos différents États aujourd'hui d'avoir une couverture sanitaire universelle? Si nous voulons rendre, si nous voulons prendre en charge les besoins de santé de nos populations, nous devons investir dans le personnel de santé. Investir dans le personnel de santé signifie les former, mais les recruter aussi pour les mettre à la disposition des populations. Et nous avons souvent des contraintes de recrutement assez solides liées à ces critères dont je viens de vous parler. Donc, on a un dilemme. Le dilemme, c'est les besoins et les possibilités qui s'offrent à nous. Si nous regardons de très près, dans l'ensemble de nos pays, nous avons des besoins énormes et les possibilités sont très limitées. Maintenant, je pense que c'est également valable dans certains pays d'Europe, la problématique des zones éloignées. Nous disposons parfois de personnel, mais qui ne veulent pas rester dans les zones éloignées du fait des difficultés de ces zones, du fait de beaucoup d'aspects. Parfois, ce sont des zones en guerre, parfois, c'est des zones où le climat est très hostile, parfois, c'est des zones où, quand vous entrez dans ces zones-là, vous ne ressortez pas avant 6 mois, donc des difficultés liées à la nature qui font que parfois, le personnel aussi refuse ou émet beaucoup de réserves pour aller dans ces zones et y rester. Maintenant, les obstacles, c'est la formation initiale constitue l'un des obstacles majeurs. Vous l'avez dit, on revient à l'éducation. C'est en fait avec cette formation qu'on pourra peut-être régler le problème de la performance des personnels de santé dans nos pays. On constate assez souvent une inadéquation entre la formation et le cœur de métier. Des agents sont parfois formés, quand ils sortent, ils ignorent beaucoup de choses dans leur cœur de métier. Donc, il y a ici un véritable problème d'adéquation entre la formation et l'emploi. Maintenant, s'y ajoutent les capacités limitées de nos institutions. Nous avons des écoles dans nos pays, mais ces écoles ont des capacités de formation limitées. Depuis un certain temps, nous avons ouvert certaines qualifications professionnelles à des privés. Ce n'est pas dans tous nos pays, mais par exemple au Sénégal, pour le niveau paramédical, infirmier, sage-femme, nous avons ouvert la possibilité pour le privé d'avoir des écoles et de former. Mais la certification revient à l'État. C'est l'État du Sénégal qui organise l'examen de certification pour dire qui est apte ou qui ne l'est pas à être sage-femme ou infirmier d'État. Maintenant, nous avons, à côté de tout ça, de nouvelles maladies qui apparaissent, les maladies non transmissibles. Nous avons aussi les nouvelles épidémies qu'on connaît, le chikungunya, hein, nous avons Ebola, nous avons beaucoup de nouvelles maladies qui apparaissent dans notre sous-région et des maladies pour lesquelles le personnel de santé n'avait pas été préparé. Donc, nous avons compris qu'il nous faut changer d'approche. Et depuis 2012, au Sénégal,
Nous avons changé d'approche éducative. Au lieu de privilégier dans l'approche éducative ou dans les curricula de formation la théorie à outrance, nous avons essayé de voir comment mettre en place une approche par les compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous développons le maximum de compétences chez nos agents de santé pour que face à des situations pratiques, que ces agents puissent apporter des réponses assez rapides. Alors, qu'est-ce qui est développé en ce moment-là? C'est chez les apprenants. Ce sont les aptitudes à pouvoir diagnostiquer sans beaucoup de difficultés des types de pathologies dont souffrent les patients qui se présentent quotidiennement dans nos systèmes de santé. Maintenant, ce système-là, qui consiste à asseoir des compétences chez nos agents, connaît quelques difficultés. Parce que dans le cursus scolaire de l'individu, si dans la sélection, cet individu n'a pas de prédisposition dans les sciences de la vie, il reste évident que pour le former, pour qu'il devienne véritablement un bon agent de santé, il y a beaucoup de difficultés par rapport un peu à son profil éducatif. Et ce profil-là, nous devons aller résolument vers des agents qui ont un profil éducatif où les sciences de la vie ont pris une part importante tout au long de sa formation académique. J'ai pas voulu être long, je préfère peut-être après laisser au public le soin de poser des questions. C'est pourquoi je vais conclure pour dire que nous avons beaucoup de difficultés dans nos systèmes éducatifs du fait de l'insuffisance des budgets alloués à la santé. Vous savez qu'à Abuja, au Nigeria, quand les chefs d'État se sont réunis, ils avaient décidé qu'au moins 15% des budgets de nos États devraient être consacrés à la santé. Mais je vous dis, jusqu'à présent, aucun pays membre de la CEDEAO c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, aucun pays de cette CEDEAO n'a atteint le taux de 15% dans les budgets de la santé de nos différents pays. Alors, est-ce que avec cette modicité dans les budgets alloués à la santé, nous pouvons assurer une bonne couverture maladie universelle? Je pense que si nous voulons assurer une bonne couverture maladie universelle, nous devons articuler notre système de santé sur ces piliers fondamentaux, qui sont l'offre de services, les médicaments, les ressources humaines, l'information sanitaire, le financement et la gouvernance. Ce sont les seuls piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour asseoir un bon système de santé, une bonne couverture maladie universelle, faute de quoi nous allons encore continuer à nous chercher. Et je pense que tous les partenaires au développement qui approchent nos pays dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale devraient peut-être davantage axer leur intervention sur le soutien à ces piliers-là. Mais de plus en plus, les partenaires viennent avec leurs propres idées derrière et nous imposent à la limite les actions dans lesquelles ils préfèrent mettre leur financement. Tantôt c'est le sida, tantôt c'est le paludisme, tantôt c'est la tuberculose. Mais laissez-nous aussi un peu nous le choix de décider de ce que nous voulons faire avec les financements que vous nous apportez. Je vous remercie. Thank you very much. Ibrahima, I'm going to bring you in just to react to what Leslie said about the money needing to come from the countries and the support that's needed. Perhaps you could tell us what support you think is needed in Senegal and also explain a little bit more about how the Ministry of Health is working already with the Ministry of Education on this. Thank you. Je vous remercie pour la question. Dans mon pays, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, mais si nous voyons éducation au sens large qui englobe l'enseignement supérieur, travaillent en intelligence. Parce que nous avons la formation de tous les médecins, de tous les spécialistes qui se font au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, mais nous avons également d'autres universités maintenant au Sénégal. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que les apprenants, ces médecins qui vont être formés, ou ces spécialistes en cancer ou en radiothérapie et autres qui vont être formés, font tous leurs stages pratiques dans nos établissements publics de santé. Donc, il y a des conventions hospitalo-universitaires qui sont signées, qui permettent aux facultés de médecine d'utiliser nos structures de santé pour les apprentissages, pour la formation de ces médecins et de ces spécialistes.
Au demeurant, nous, en tant que ministère de la Santé, nous avons des écoles. Nous avons nos propres écoles dans lesquelles nous limitons la formation au niveau de la licence professionnelle. Et cela nous permet, en rapport avec le ministère de l'Éducation, de développer des curricula de formation qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des produits de qualité une fois la formation terminée. Je vous remercie. Nous apprécions beaucoup l'investissement du pays dans l'éducation, la formation du personnel médical. Est-ce qu'il y a aussi une stratégie de rétention? Parce que j'imagine que vous avez des problèmes de fuite de cerveau aussi, notamment dans le secteur médical. Je vous remercie pour la question. Effectivement, le Sénégal connaît un grand problème de fuite de nos professionnels de la santé. Et je le disais tantôt, nous avons beaucoup de difficultés à fidéliser le personnel de santé dans les zones dites éloignées. Pour autant, nous sommes en train de chercher des stratégies à mettre en œuvre pour que le personnel de santé qui arrive dans ces zones, quand même, il reste et pour la durée prévue pour son séjour dans cette zone, que ce personnel de santé soit efficient. En quoi faisant? En mettant en place un guide de mobilité professionnelle qui dit clairement, quand vous allez dans telle zone du pays, voilà la durée maximum que vous pouvez y être. Au-delà de cette durée, vous devez absolument quitter cette zone pour aller dans une autre zone. Déjà, ça permet à l'agent de santé de savoir que si je vais dans telle zone, voilà le temps que je vais mettre là-bas. Au-delà, il y a aussi un certain nombre de packages qu'on a mis en place pour dire que celui qui accepte d'aller dans telle zone a une majoration de salaire de l'ordre de, par exemple, mettons 10%, contrairement à ceux qui sont au niveau de la capitale ou des grandes villes. Nous avons aussi dans le package la possibilité de discriminer ces agents-là pour tout ce qui est formation à l'extérieur du pays. Ils passent en priorité parce qu'ils ont des points supplémentaires que ceux qui sont dans les villes n'ont pas. Nous cherchons à créer un environnement incitatif qui va permettre à ces agents-là, une fois qu'on les affecte dans cette zone, qu'ils acceptent d'y aller pour le temps nécessaire et qu'ils soient efficients. Parce que quand vous obligez un agent à aller dans ces zones-là, évidemment, il va y aller parce qu'il n'a pas de possibilité de dire non, mais il ne va pas être efficient, il ne va pas être efficace. S'il pouvait voir 10 malades, peut-être qu'il en verrait 2 ou 3 et après, il va vaquer à d'autres occupations. C'est pourquoi nous avons mis en place tout ce système-là. Maintenant, ça, c'est un aspect pour les zones éloignées. Mais nous avons aussi une très grosse attractivité de nos agents, des spécialistes qu'ils exercent avec les partenaires au développement. Nous perdons beaucoup d'agents parce que simplement, les partenaires au développement les enrôlent ou la migration internationale, ils vont voir dans d'autres pays où les conditions de travail sont beaucoup plus améliorées, où la rémunération est beaucoup plus intéressante. Et nous avons beaucoup de médecins spécialistes qui sont aujourd'hui en Europe parce que nous ne pouvons pas payer ce que payent peut-être les Européens. Je vous remercie. Thank you. Ibrahima, I'm going to ask you to come in briefly just to respond to Leslie's point about the technical committees conjoined. C'est vrai que beaucoup de millions sont dépensés dans nos systèmes de santé pour améliorer un peu la qualité des prestations. Maintenant, nous disons que ce n'est pas mauvais, mais que fondamentalement, ce que nous attendons va au-delà de ces interventions ponctuelles des partenaires au développement. Nous avons récemment eu une rencontre à Abidjan qui a regroupé l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, francophone évidemment, et nous avons parlé du personnel de santé. Comment faire pour considérer les dépenses en personnel de santé comme de l'investissement et non comme des dépenses? Ça peut paraître un peu peut-être compliqué, mais c'est très simple. Vous savez, quand on recrute dans le secteur de la santé, la masse salariale que cela entraîne est calculée dans les critères de convergence comme étant des dépenses de fonctionnement. Est-ce que nous ne pouvons pas arriver à démontrer que quand on recrute du personnel de santé, c'est un investissement, que ce n'est plus une dépense, mais un investissement, donc ça n'entre pas dans le calcul de la masse salariale. Et pourquoi nous disons cela?
Nous le disons parce que chaque fois que nous augmentons de 1% ce personnel-là, il y a des effets sur la production du PIB de chaque pays. Mais il y a aussi une diminution de la pauvreté, mais il y a également une diminution du chômage. Parce que tout le personnel qui va être impliqué dans ces recrutements-là va venir en appoint au système de santé, mais va aussi avoir des revenus qu'il va injecter au niveau des ménages, ce qui va donc accroître le PIB. Maintenant, cela ne peut se faire si cette autorisation nous avait été donnée. On le fera en mettant l'accent maintenant sur l'éducation. C'est pourquoi je disais tantôt qu'entre éducation et santé, il y a une frontière que personne ne peut déterminer. Parce que si on nous autorise à considérer les dépenses de santé comme de l'investissement, il faudra qu'on retourne au niveau de l'éducation pour préparer nos pays à mettre en place des systèmes qui permettent d'avoir du personnel de santé de très bonne qualité dans un bref délai. Voilà, je vous remercie. Thank you. I'm going to ask my question in French because my question is for Mr. Diouf. Sorry. I'm Josephine Wango, a lecturer at University of Liège and also work as a research consultant. Pour Monsieur Diouf, ma question est en lien avec ce qu'on vient de débattre ici, le suivi et l'évaluation. Et mes collègues de l'Université de Liège travaillent sur la question de performance-based financing, donc le financement basé sur les résultats dans le domaine de la santé. Donc vous qui êtes un acteur de terrain qui est au Sénégal, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et comment cela impacte votre travail sur le terrain au niveau de la santé au Sénégal. Merci. C'est vrai, au Sénégal, nous sommes dans une expérience de financement basée sur les résultats, expérience qui avait été déjà financée par l'USAID. Ensuite, l'USAID s'est arrêté et la Banque mondiale a pris le relais. Mais il faut dire juste que ce système est juste une façon pour les partenaires de booster le secteur de la santé. Il s'agit de faire quoi dans ce système de financement basé sur les résultats? Il s'agit de voir comment faire en sorte que les structures de santé puissent baisser les taux de mortalité néonatale, comment faire en sorte que les agents de santé qui travaillent dans les structures, qu'on mette des milestones pour dire, par exemple, que dans la semaine, si vous vous absentez au-delà de 3 heures, voilà, vous n'êtes pas éligible aux indemnités qu'on va donner. Le fait de dire, par exemple, que l'agent qui se serait distingué le mieux au cours de l'année, à la fin de l'année, aura un ordinateur portable. Donc, un certain nombre d'incitations à la performance. Le financement basé sur les résultats, c'est une méthode d'incitation à la performance des agents de santé pour une meilleure offre de santé, pour une efficience dans l'offre de santé. Et l'expérience est en train d'être menée au Sénégal. Il y a des suivis qui sont régulièrement menés. Nous ne sommes pas encore à la conclusion pour décider de la généralisation de cette approche, oui ou non. Parce que s'il faut généraliser cette approche, il faudrait que, disons, le financement destiné à la généralisation de cette approche soit un financement national. Parce que si c'est un financement de partenaire, le jour où le partenaire va rentrer chez lui, le problème va rester entier. Donc, nous travaillons à ce que toutes ces approches que nous voyons apparaître dans nos continents soient des approches qu'on pourrait nous s'approprier en tant que nation, que ce soit le financement basé sur les résultats, la couverture maladie universelle, tout ce qu'il y a comme nouvelle approche de management. Nous voulons travailler à nous approprier ces approches-là, à faire en sorte qu'à la fin de ces projets, que le gouvernement puisse prendre le relais. Et voilà un peu au Sénégal l'approche qu'on a par rapport au FBR, qui est le financement basé sur les résultats. Je vous remercie.